on hérite d'un modèle. À nous de le changer. Et il faut, à mon avis, maintenant qu'il y a une mission interministérielle qui reprenne l'ensemble des politiques fiscales et qui les ajuste à l'aune de l'émission carbone, du coût matière, de la pollution émise, de la gestion des déchets, etc. Bienvenue dans le podcast Activer l'économie circulaire. Je suis Brieux Safré. Je suis Justine Laurent. Nous sommes fondateurs de l'agence de conseil et design Circulab. Nous travaillons avec les entreprises, collectivités et entrepreneurs pour concevoir leurs stratégies, produits et services et ainsi apporter des solutions aux enjeux de ressources et de résilience des territoires. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de dirigeants ou de porteurs de projets qui appliquent les principes du vivant et la pensée systémique pour concilier développement économique, inclusion sociale et régénération des écosystèmes. Vous pouvez nous retrouver sur le site circulab.com ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour rester à jour sur les meilleurs exemples d'économie régénérative. Bonne écoute à vous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Émile Meunier. Bonjour Émile. Bonjour. Je vais t'inviter à te présenter, puis on va retracer un petit peu ton parcours et puis tu vas nous raconter un petit peu toutes tes actions justement, notamment pour promouvoir une autre économie, on va dire plus sobre et plus raisonnée. Je t'invite à te présenter. Donc Émile Meunier, je suis avocat et je fais principalement du conseil aux entreprises, aux fédérations professionnelles sur des thématiques économie circulaire, mais aussi la mobilité et gestion de l'eau et assainissement. Mais on va dire que le cœur de mon activité, c'est tout ce qui a trait à l'économie circulaire. Comment j'y suis arrivé ? En fait, jeune avocat, j'ai postulé à l'Assemblée nationale auprès d'un député, François-Michel Lambert, qui a fondé l'Institut de l'économie circulaire. Donc je l'ai accompagné dans le développement de l'Institut, dans le développement aussi de la compréhension du sujet. Et à l'époque, c'était en 2012, c'était pas un sujet qui était aussi connu que maintenant. Dans la loi, il y avait aucune notion d'économie circulaire. On parlait davantage de recyclage, un peu d'hiérarchie de mode de traitement des déchets, mais on était vraiment au tout début. Ouais, en plus, c'était des textes européens qui devaient être appliqués en France, qui avaient des difficultés à être promulgués. Exactement. Donc on a en quelque sorte appris en faisant. Et donc modestement, comme collaborateur, j'ai participé à la rédaction de plusieurs amendements qui ont été adoptés. J'ai rencontré beaucoup d'acteurs. Et donc quand j'ai quitté l'Assemblée nationale, j'ai fondé mon cabinet et naturellement, je suis resté dans ce domaine-là, domaine qui m'avait proprement passionné. Comment est-ce qu'on réduit notre impact ? Comment est-ce qu'on réconcilie aussi ce que tout le monde cherche à faire en ce moment, l'économie et l'écologie ? Comment on crée de la valeur justement en diminuant notre impact ? Tout ça, c'est des questions passionnantes et je pense que c'est les clés pour un avenir plus durable. J'ai aussi cofondé une association qui s'appelle HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Ça, c'est en 2015. Ça, c'est exactement en 2015. L'idée de cette association, c'est après avoir réussi à inscrire dans la loi le délit d'obsolescence programmée, avec une amie, Laetitia Vasseur, qui était aussi collaboratrice au Sénat, et un autre ami, Samuel Sauvage, on s'est dit, mais il faut le faire vivre, ce délit. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, c'était même un peu une commande d'un haut fonctionnaire du ministère de la Transition écologique qui nous a dit maintenant qu'il existe, ce serait chouette de nous donner raison d'avoir poussé par rapport à Bercy pour l'intégrer dans la loi. C'est Ségolène Royal qui l'avait fait. C'est surtout que c'est intéressant, ça fait le lien avec un autre épisode avec Stéphane Martinez qui dit il y a beaucoup de lois qui sont comme ça promulguées, mais elles sont quasiment jamais appliquées, donc il faut faire en sorte d'avoir des leviers pour que ça arrive vraiment dans les faits, quoi. Exactement. D'ailleurs, si on relit la loi transition énergétique, moi des fois ça m'arrive, on se rend compte qu'il y a quand même encore pas mal de choses qui sont dans la loi et puis derrière c'est pas vraiment appliqué. Je pense qu'il y a d'ailleurs quelque chose d'intéressant à faire là-dessus, une sorte d'observatoire de la bonne application des lois écolo, parce qu'on pourra en refaire des amendements, refaire des réglementations, mais à un moment, c'est aussi les moyens qu'on lui donne, et notamment les moyens de sanction. Je pense à la DGCCRF,
Et à mon avis, pour l'avoir vu de près, elle est complètement sous-dotée. Pour Direction générale de la répression des concurrences et des fraudes. Donc oui, on a fait vivre ce délit d'obsolescence programmée en faisant pas mal d'enquêtes, en essayant de trouver des appareils qui pouvaient être susceptibles d'avoir cette obsolescence programmée. On en avait identifié 2 à l'époque. C'était évidemment les Apple, les iPhone, où la mise à jour diminuait la durée de vie du produit. Et ça, pile au moment de la sortie du nouveau modèle, accompagné d'une campagne massive de marketing, accompagné aussi, depuis, j'ai eu accès à des pièces du dossier, d'une stratégie commerciale d'Apple qui fait en sorte que privilégie le renouvellement à la réparation. Ça apparaît très clairement dans les documents que j'ai eu en main. Donc on a fait une première plainte contre Apple et dans même laps de temps une plainte aussi contre les Epson et les cartouches, puisqu'il est dit via un logiciel que votre cartouche est vide, donc la durée de vie est diminuée puisque vous la jetez. Or, il se trouve que par moment, il restait jusqu'à 40 voire 50% d'encre dans la cartouche. On a fait des tests sur énormément de cartouches et donc ça a fait l'objet d'une plainte. Évidemment, ces 2 plaintes ont eu un gros retentissement médiatique parce que c'est aussi dans l'air du temps, la lutte contre l'obsolescence programmée, le rapport à nos objets, comment on peut allonger leur durée de vie, comment on peut les réparer, les utiliser autrement, les améliorer, assurer une bonne maintenance, etc. Et donc, à la fois notre action et à la fois une opinion publique qui était prête, plus une loi qui nous l'a permis, ça a donné quelque chose, je trouve, d'assez intéressant pour sensibiliser et faire avancer la cause. Ma petite fierté, c'est quand même quand des journalistes du New York Times m'appellent pour faire une interview, de voir que il y a plein de plaintes qui ont essaimé partout sur le globe, inspirées par la nôtre. Alors on en est que au stade de l'enquête encore, c'est très long malheureusement. Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que vous avez quand même eu plus de 10 000 signalements sur le site? Ouais, même plus si on cumule tout, je crois on est pas loin de 18 000. Excellent. Ouais. Donc ça, c'est aussi une preuve que le grand public s'est vraiment investi sur le sujet, que vous n'êtes pas juste quelques-uns à vouloir lutter là-dessus. Et donc, est-ce que le procureur s'est emparé du sujet ou pas encore? Enfin, je sais plus où ça en est exactement. Le procureur a ouvert une enquête pour chacun des cas. La DGCCRF a été saisie, donc il y a eu des enquêtes, des auditions, il y a eu même, je crois, quelques expertises. J'ai eu accès au dossier pour l'un. Le procureur a pas encore pris sa décision de poursuivre ou non. En avant-première, j'ai fait une longue note d'observation avec une consoeur avocate, Magali Garin, et on pense qu'il y a vraiment matière à poursuivre, et sur le délit d'obsolescence programmée, et sur le délit connexe de tromperie ou de pratique commerciale trompeuse. Mais il appartiendra à la fin au procureur de décider de poursuivre ou pas. Moi, j'ai bon espoir à ce stade. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que j'imagine que si c'est un combat qui a commencé il y a 4 ans, la moindre marche franchie doit être assez galvanisante, j'imagine. Et justement, est-ce qu'il y a d'autres combats qui ont été menés avec Hop? Enfin, tu es plus forcément, tu es membre fondateur de Hop, mais tu n'es plus membre actif, tu es plus l'avocat maintenant de Hop. Oui. Au début, j'ai participé au développement de l'association, mais au fur et à mesure que j'ai développé ma clientèle, j'ai pris un peu de distance avec l'association parce que c'est dur de concilier les deux, mais je reste avocat et très attentif au travail formidable qu'ils font. Oui, bien sûr. Et même si tu l'as évoqué un peu, mais tu penses que les véritables sanctions tomberont... Enfin, t'as une échelle de temps en tête? Moi, je pense que c'est quelque chose qui va se déboucler dans l'année 2020 au plus tard. Ouais. Mais dans tous les cas, il y a plusieurs choses qu'il faut voir dans l'obsolescence programmée. Il y a des pratiques véritablement malveillantes, et je pense les avoir identifiées dans le cas d'iPhone et de Epson, mais plus largement, l'obsolescence programmée, c'est un phénomène, on va dire, global, qui est d'un rapport à notre consommation. Ce que j'en comprends, à force de travailler ces dossiers, c'est
on va dire, 3 grands phénomènes. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler les marques distributeurs. On a équipé les foyers français, européens, mondiaux avec des produits, notamment électroménagers, de moins en moins chers. La bonne chose, c'est que ça a permis d'équiper ces foyers. La mauvaise chose, c'est que en tirant les prix vers le bas, on a aussi tiré la qualité vers le bas. Et on a commencé à fabriquer des frigos. Quand on dit marque distributeur, c'est qu'ils sont vendus par exemple dans des supermarchés avec la marque du supermarché. Et il n'y a pas de pièces détachées, ils sont pas pensés, designés pour être réparés, encore moins modulés. Et résultat des courses, on se retrouve avec des appareils qui, lorsqu'ils tombent en panne, ne sont quasiment pas réparables. Ou alors très chers. Il y a une très bonne illustration avec un autre épisode de Christophe Santerre, que tu dois probablement connaître, qui est un des designers de l'Increvable, fameux lave-linge conçu pour pouvoir être facilement réparé, etc. Et justement, il décortique un petit peu tout ce qu'ils ont analysé sur les lave-linges bas de gamme, moyenne gamme, haut de gamme, avec effectivement des soudures pour certains, qui fait que effectivement c'est quasi impossible à réparer, et ainsi de suite. C'est très très et puis il explique tout simplement le fait qu'il y a des pièces qui ont une durée de vie très très spécifique et qui font que c'est comme si en fait on arrive à des choses complètement incohérentes, et il prend la comparaison du frein de ton vélo. S'il est cassé, en fait tu jettes le vélo. Alors que on sait bien on en est là, hein. Et c'est complètement aberrant, mais ça reprend exactement ce que tu dis sur ce premier aspect. Sur le second aspect, à mon avis, c'est qu'on arrive quand même à un taux d'équipement prenons la France, des Français, qui est quand même très élevé. On a je ne sais combien d'objets, à une étude de l'ADEME, c'est même un peu choquant. Et en fait, on peut pas les équiper beaucoup plus, les foyers, qu'ils ne le sont déjà. Donc, on arrive à une limite pour les ventes. Et dans le cas d'Apple, il y a une stratégie commerciale d'Apple qui a été exhumée par l'autorité italienne de la concurrence, qui le dit très bien, c'est que pour continuer à vendre, on est obligé d'augmenter le taux de renouvellement de nos appareils. Et pour ça, on va privilégier la vente à la réparation, par exemple. Ou, dans certains cas, on va faire en sorte que y ait pas forcément tous les circuits logistiques de réparation, etc. Parce qu'on a déjà, ça a un coût, et 2, encore une fois, si on répare, on vend moins. Et donc ce phénomène, donc là il n'y a peut-être pas exactement de technique, mais il y a quand même une façon de faire commerciale globale, un modèle économique qui pousse comme ça à ce que on peut appeler au sens large de l'obsolescence programmée. Enfin, il y a un dernier phénomène qu'on constate de plus en plus, c'est évidemment l'obsolescence dite logicielle. C'est-à-dire qu'en réalité, de plus en plus de nos objets sont complètement dépendants du logiciel qui les anime ou du système d'exploitation. Et donc ce système d'exploitation, alors même qu'on est possesseur de l'objet, on ne le possède plus vraiment, puisque on dépend des mises à jour du fabricant. Et ces mises à jour, des fois ne sont pas mises des fois on arrête de créer ces mises à jour. Des fois, on crée des mises à jour qui viennent perturber le bon fonctionnement de l'appareil. Qui vont demander plus de capacité que ce que l'appareil a, par exemple. Exactement. Et donc dans ce cas-là, on se retrouve avec un appareil qui mécaniquement, électroniquement fonctionne, mais à cause du logiciel qu'on a mis dessus, alors même que nous on n'avait rien demandé, on n'a même pas été prévenu, commence à bugger. Mais il y a des situations aberrantes. Excusez-moi pour Apple, je les prends souvent en exemple, mais parce que c'est quand même un peu les champions de la classe. On a un iPhone on a une montre Apple Watch qui ne fonctionne qu'avec un iPhone. Le dernier modèle de la montre, l'iPhone, une personne qui est venue me voir, possesseur de l'iPhone, a téléchargé la dernière mise à jour de l'iPhone, qui a fait bugger l'iPhone. Et en faisant bugger l'iPhone, on peut plus faire fonctionner l'Apple Watch. Donc on se retrouve dépendant pour faire fonctionner l'Apple Watch d'une mise à jour sur un iPhone qui est pas bien calibré pour l'appareil.
Donc c'est tout ce genre on avance quand même là-dessus, et là moi j'attire les pouvoirs publics, j'attire aussi ceux qui sont chez les fabricants, les distributeurs, soyons vigilants. Parce que si on commence à se mettre corps et âme dans la main des concepteurs de logiciels, on va être bloqué et on va le payer très cher en fait, puisqu'au final c'est quand même un coût. Peut-être que j'ai oublié de commencer par là. Pourquoi lutter contre l'obsolescence programmée ? L'obsolescence programmée, c'est terrible pour la planète, puisque c'est du gaspillage, qu'on soit bien, mais c'est également soit à l'extraction de matière, à la fabrication des matières, et puis surtout en fin de vie. Et surtout en fin de vie. Et ce que je lisais un rapport de l'ADEME, un frigidaire, c'est 51 fois son poids en réalité de matière qui est mobilisée pour fabriquer un frigidaire. On voit le gâchis. Si le frigidaire dure longtemps, c'est bien, mais lorsqu'il dure pas longtemps, oui, il y a un gros gâchis. Mais donc, on arrive sur l'autre point critique de l'obsolescence programmée, c'est le pouvoir d'achat. Ça coûte cher. Ça coûte cher parce que même si l'appareil semble pas cher à l'acquisition, si on doit le renouveler plusieurs fois, à la fin, on se retrouve avec un appareil cher. Et on arrive même des fois à des situations où on a un appareil ou une machine à laver très chère, mais en réalité, elle est pas si réparable ou si durable que ça, sauf qu'on n'a pas le moyen de le savoir. Et là, il y a un combat à mener sur l'information du consommateur. Je peux faire le lien avec la loi économie circulaire là, qui est en examen actuellement au Sénat et à l'Assemblée. C'est en renforçant la formation du consommateur, on lui permet de pouvoir faire son choix éclairé. Si on lui dit que cette machine à laver n'est pas si réparable ou n'est pas si durable, bah forcément, il sera informé avant de mettre une certaine somme d'argent. Oui, parce que plus on met de critères d'information, pertinents, pas juste le prix, effectivement, les gens vont faire des choix un petit peu plus rationnels, quoi. En fait, il faut absolument réduire ce qu'on appelle l'asymétrie d'information. On a des fabricants et des distributeurs d'ailleurs qui sont parfaitement au courant de la durée de vie moyenne de leurs produits, du taux de panne, du temps moyen entre deux pannes. Enfin, il y a tout comme ça un tas de critères que les ingénieurs ont mis en place. Ils sont au courant pour cause, ils sont en première ligne lorsqu'il y a des réclamations des clients. Souvent, d'ailleurs, ils font ce qu'on appelle des garanties, ils offrent des garanties commerciales, ce qui n'est rien d'autre qu'une assurance. Donc, pour calculer la prime d'assurance, ils sont bien obligés de savoir le taux de panne et la durée, etc. Donc, toutes ces informations, ils les ont en leur possession. Ce qui n'est pas normal, c'est que les consommateurs, les clients, ne les ont pas au moment de choisir. Donc, je reprends l'exemple de ma machine à laver. Aujourd'hui, sans information, quand on achète cher, on ne sait pas si on achète cher parce que c'est de bonne qualité ou si parce que on se fait avoir. Et ça, il faut absolument lutter contre ça. Il y a ce qu'on appelle un indice de réparabilité qui a été proposé par le ministère là dans son projet de loi économie circulaire. Je pense que ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Il faut aller plus loin, à mon avis, et se donner le temps de travailler sur un indice de durabilité. On doit être capable de savoir si un bien est plus durable qu'un autre ou pas. Je crois qu'on va y arriver. Il faut peut-être laisser encore un peu de temps aux techniciens pour travailler dessus, mais il faut qu'on y arrive. Ouais, et puis c'est surtout, il y a effectivement le travail des techniciens, mais il y a aussi le travail des marketeurs, quoi, qui doivent vraiment changer, pour le coup, de logiciel de pensée, disons, ou de système de pensée, en se disant, effectivement, intégrons cette donnée des ressources pour concevoir des modèles économiques qui soient sobres et qui soient tout aussi intéressants d'un point de vue économique. Et ça, ils ont encore un gros travail à faire là-dessus, j'imagine. Alors, je suis pas un grand expert des designers, mais je pense quand même que je reviens peut-être mon prisme d'avocat, ayant travaillé à l'Assemblée, mais je pense qu'il revient quand même au pouvoir public de créer les conditions pour que ces designers aillent dans cette direction. Et pour ça, il y a un premier levier, on l'a évoqué, c'est l'information. Un consommateur informé sur des biens réparables, durables, aura tendance à les choisir et donc à tirer le marché et l'offre dans cette voie. Il y a quand même deux autres leviers des politiques publiques qui, à mon avis, ne doivent absolument pas être oubliés, surtout dans l'état d'urgence dans lequel on est. C'est la fiscalité, le signal prix, c'est quand même ce qui fonctionne très bien, hein. Si un bien pas réparable est majoré avec un malus, forcément, et à l'inverse qu'un bien réparable ou durable ait un bonus, forcément le marché en 2-3 ans
Il va complètement pivoter. Il switch complètement. Il faut juste avoir le courage de le faire. Il y a un embryon de ça à la fois maintenant et qui va être accentué dans la loi économie circulaire via l'éco-contribution, qui est modulée en fonction de critères comme ça, de disponibilité des pièces détachées, de réparabilité, etc. À mon avis, c'est pas suffisant. Il faut majorer beaucoup plus fort. Je vous donne un exemple. Je crois que sur un frigo, l'éco-contribution, elle est de 14 €. Quand il n'y a pas de pièces détachées, elle passe à 17 €. Ouais. Non, ça permet pas d'orienter le consommateur. Et puis en plus, l'éco-contribution, je pense que les consommateurs intègrent pas forcément que c'est bien eux qui le payent, quoi. Enfin, en gros, le distributeur ou le fabricant, il fait juste passe-plat, entre guillemets, quoi. C'est ça. Vers l'éco-organisme. Et il faut bien associer au malus un bonus, parce que il faut pas qu'on se retrouve un peu dans le même phénomène que la taxe carbone, où finalement les gens n'ayant pas le choix se retrouvent à payer une taxe. Et alors pour les personnes les plus aisées, c'est un peu indolore. Pour les personnes moins aisées, ils sont frappés de plein fouet. Donc il faut bien que ce soit absolument compensé avec un bonus, pour que des biens durables et réparables soient accessibles à toutes les populations. Et justement, est-ce que tu as des exemples qui te viennent à l'esprit d'entreprises qui ont commencé à faire ce switch qui mérite d'être mis en valeur après avoir bien descendu Apple? Oui, il y a l'exemple un peu connu de Seb. Moi, je trouve que c'est pas mal ce qu'ils essayent de mettre en place. Il faut voir comment ça s'inscrit dans la durée. Pour rappel, c'est que grosso modo, ils s'engagent sur une grosse partie de leur gamme de produits, je crois que c'est de l'ordre de 60-70%, de faire en sorte que les pièces de rechange soient disponibles 10 ans après la commercialisation du produit. Ouais. Faut aller dans le détail. Est-ce que ça concerne toutes les pièces? Est-ce que ça concerne tous les modèles? Est-ce qu'on peut bien changer qu'une seule pièce, ou est-ce qu'il faut changer quand même tout un module de pièces? Parce que si on se retrouve avec un fer à repasser qui est en fait composé que de 2 modules, et quand il y a un petit circuit qui pète, on change un module. Bon, en termes c'est mieux que changer tout le fer, mais voilà, il faut aller dans le fond des choses. J'y suis pas allé, donc je peux pas juger. Moi, je vois surtout arriver beaucoup d'entreprises autour de la réparation et du reconditionnement, en fait. Oui. Des produits reconditionnés. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années. Et moi, en tant qu'avocat et un peu connaisseur de ces sujets-là, il n'y a pas une semaine où je ne suis pas contacté par une start-up ou une plus grosse boîte qui travaille sur ces sujets pour échanger et pour me parler de son modèle. Et effectivement, là, je trouve que c'est un signal véritablement positif, parce que ce qu'on disait, ça, lorsqu'on répare un bien, on le remet en condition d'utilisation optimale. En fait, c'est de la matière économisée sur le neuf qu'on n'a pas acheté, et c'est surtout moins cher. C'est moins cher, et puis en plus, là, on en vient, si on tire un peu la pelote de laine, on en vient aux aspects économiques aussi, parce que beaucoup de ministres essayent de s'engager pour le Made in France, mais là, si déjà on pouvait faire du réparé en France, pareil, on créerait une quantité d'emplois énorme. Exactement, des emplois locaux. Nous, avec d'autres, c'est exactement ce qu'on essaye de pousser auprès des pouvoirs publics, c'est de dire attention, le reconditionnement, c'est de la richesse pour les territoires. Et on parle des téléphones parce que c'est le plus connu, mais il y a des business models de reconditionnement maintenant qui se font sur quasiment tout. On peut reconditionner en fait une voiture même, ou voir ce qu'on appelle du rétrofit, changer le moteur thermique pour en mettre un électrique. Ce que fait Carwatt, ce que fait Carwatt et d'autres. Donc il y a des nouveaux modèles. On peut citer également Envie, qui existe depuis plus de 30 ans et qui commence vraiment aussi à s'imposer sur tous les territoires. Et donc ça c'est extrêmement positif. J'ajoute que à côté de la réparation, il faut aussi qu'on développe l'auto-réparation, parce qu'on est quand même tous devenus un peu handicapés, pardon de parler au nom de tout le monde, mais lorsqu'on a un petit problème, alors changer une ampoule ça va, mais quand c'est un peu plus, ça devient très compliqué, et ça devrait pas l'être. Et pour ça, il y a des entreprises qui se créent avec des tutoriels, il y a
business de pièces détachées. Il y a même des cafés réparation qui commencent ça fait quand même maintenant un bout de temps que ça existe, mais qui se multiplient. Et tout ça apporte en plus, et là c'est peut-être ma fibre écolo qui parle, mais du lien social. Parce que lorsqu'on va dans un café réparation, on rencontre des gens. Je pense que ce genre de tiers-lieu, avec les Fab Labs, l'impression 3D, etc., devrait se multiplier. C'est des lieux de rencontre formidables, c'est des lieux de satisfaction. Être capable de réparer, reprendre connaissance, c'est ça. Une possession de ses mains et tout, c'est extraordinaire. C'est des sensations. Moi, ça m'est arrivé avec un tabouret. J'ai racheté une planche de bois, je l'ai réparé, etc. Et vas-y que je t'ai fait une petite story Instagram, et vas-y que je l'ai envoyé à tous mes amis, et vas-y que je m'assois dessus. C'est mon tabouret, c'est le mien celui-là. Donc oui, c'est. Alors il y a aussi un point qu'il faut voir, c'est que la réparation coûte encore trop cher. Ouais. Il faut trouver absolument les moyens de baisser le coût de la réparation. Donc il y a plusieurs biais. Je vais pas tous les énumérer. Moi déjà, je pense qu'il faut qu'on crée en France une vraie filière de la réparation avec des réparateurs formés, agréés. Elle n'existe pas tant que ça. À part les réparateurs d'Arty qui font un travail formidable parce qu'ils ont cette culture-là, donc ils ont créé une sorte d'académie depuis de longue date. En réalité, il y en a pas tant que ça. Des bons réparateurs. Et puis en plus, c'est hyper complexe dans le sens où. Je te prends un exemple tout bête, mais les machines à café Nespresso, les vis sont pas des vis classiques, elles ont des têtes ovales. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est que, en fait, il faut que tout le monde, tous ces réparateurs-là aient accès à ce tournevis spécifique. Alors, imagine, on parle juste d'un produit, mais imagine sur toutes les gammes de produits. Alors, c'est exactement là où je voulais en venir. Une fois qu'on a créé cette offre de réparation, je dis pas une fois, en parallèle, il faut absolument faciliter la conception des objets. On en revient sur les notions de design pour que ça ne coûte pas trop de temps et donc pas trop cher pour les réparateurs de réparer. Alors pour ça, c'est à la puissance publique d'agir. Il y a beaucoup de leviers, on en a évoqué quelques-uns par le signal prix. Ça me permet d'aborder le troisième point que j'avais pas abordé, qui est la réglementation. Il faut par exemple interdire les pratiques de certains fabricants qui empêchent de passer par des réseaux non agréés ou qui ne donnent leurs outils et leurs plans de réparation qu'aux réparateurs agréés. Oui, tout à fait. De façon indirecte, ils excluent tout le reste. Et donc ils captent comme ça la rente sur ce qu'on appelle l'aftermarket et ça augmente artificiellement le prix de la réparation. Et pour cause, je fais le lien avec ce que je disais au début, ils captent le client comme ça, ils peuvent choisir de réparer ou de lui revendre des produits. C'est ce qui se fait beaucoup dans l'industrie automobile. C'est ce qui s'est fait beaucoup dans l'industrie automobile et c'est pour ça qu'il y a un règlement européen qui est venu libéraliser le marché de la réparation. Alors il y a encore un peu des imperfections, notamment sur la couche logicielle, mais aujourd'hui un réparateur non agréé doit pouvoir avoir accès et aux pièces détachées d'origine, etc., mais surtout aux outils, aux schémas de réparation numériques également, aux outils d'analyse numérique de la panne, etc. Ce qui a été fait pour le marché automobile doit être absolument répliqué sur l'ensemble des biens électriques et électroniques. Alors autant pour les gros électroménagers, finalement il y a des pièces détachées disponibles, finalement le prix est suffisamment cher pour que ça vaille le coup de réparer. Pour les smartphones, c'est le cas. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une filière de reconditionnement des smartphones qui s'est mise en place. On a une sorte de trou noir pour tout ce qui est le petit électroménager ou le gros électroménager pas cher. Forcément, là-dessus, il faut jouer aussi, à mon avis, sur la fiscalité. Il faut baisser la TVA sur la réparation. Alors, il y a des questions juridiques. La directive européenne actuellement ne le permet pas et c'est vrai. Néanmoins, elle est en train d'être modifiée et va laisser plus de latitude aux États membres pour ajuster leur taux de TVA réduit. Il faut profiter de cette fenêtre de tir pour pouvoir construire, au-delà de la TVA réduite sur la réparation, une véritable TVA circulaire. Pourquoi un bien d'occasion, pourquoi des démarches vertueuses intégrant par exemple de la matière recyclée, etc., devraient être taxées avec la contrainte environnementale qu'on connaît aujourd'hui, devrait être taxée au même niveau que le neuf. C'est aberrant. Il faut qu'on repense complètement la fiscalité.
Le meilleur exemple d'absurdité en date, c'est la destruction des invendus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'on détruit des invendus volontairement, neufs, on peut récupérer la TVA sur ces invendus. Quand on les donne, à part quelques rares exceptions, on ne peut pas. Donc c'est bien gentil d'un côté de le dire, comme l'a fait le Premier ministre, on va être le premier pays au monde à interdire la destruction des invendus, mais à côté de ça, financer fiscalement la destruction des invendus. Donc vous voyez, c'est tout, mais j'en veux à personne, je veux dire, on hérite d'un modèle. À nous de le changer. Et il faut, à mon avis, maintenant qu'il y ait une mission interministérielle qui reprenne l'ensemble des politiques fiscales et qui les ajuste à l'aune de l'émission carbone, du coût matière, de la pollution émise, de la gestion des déchets, etc. C'est le chantier de l'avenir. On pourra pas ne pas ouvrir ce chantier, le traiter. Ou alors c'est qu'on sera allé dans le mur. Oui, complètement. Et de toute façon, il faut intégrer toutes ces contraintes-là parce que, plus on va les anticiper, mieux on sera en mesure d'absorber ces chocs parce que c'est juste de l'évidence même d'appliquer ces changements. Je voulais en revenir aussi, il y a aussi des innovations fiscales qui sont intéressantes. Je voyais en Suède, par exemple, tout ce qui est frais de réparation peut être déduit des impôts sur le revenu. Yes. Alors, j'ai parlé de la TVA, mais il y a d'autres mécanismes qui peuvent être mis en place. Évidemment, on peut penser à un chèque réparation, type chèque emploi-service ou travail à domicile, qui bénéficierait de réductions sur l'impôt sur le revenu. Il y a aussi un mécanisme là qui a été intégré par les sénateurs dans le projet de loi économie circulaire qui, à mon avis, va dans le bon sens. Et pour cause, il a été proposé par l'association Hop Alta l'obsolescence programmée, mais aussi par d'autres. C'est vraiment un travail collectif. C'est ce qu'on appelle un fonds réparation. C'est qu'une petite partie de l'éco-contribution viendra abonder un fonds qui va permettre de financer une partie des réparations qui ont lieu chez des réparateurs type labellisés. Donc ça, c'est une forme de soutien aussi, je trouve intéressant. Il faudra voir à l'usage comment ça se met en place, mais pour abaisser le coût de la réparation. Il faut se rappeler de ce chiffre. Dès lors que la réparation coûte entre 30 et 40% plus cher que le neuf, les gens achètent neuf. Ça a été démontré par l'ADEME, encore une fois, qui fait un travail formidable sur toutes ces questions-là. C'est ce seuil psychologique qu'il faut arriver à faire baisser, et en faisant baisser le coût réel de la réparation, et aussi en faisant baisser psychologiquement ce seuil. Je veux dire par là, il faut arriver à rendre ringard le fait de racheter neuf pour racheter neuf. Il y a quelques années, lorsque notre appareil tombait en panne pendant la durée de garantie, on pouvait être content parce qu'on allait avoir un neuf. Et on se dit, cool, j'ai eu 2 neufs pour le prix d'un. Et ça, il faut que ce soit fini. D'ailleurs, ça aussi, c'est une mesure que les pouvoirs publics au niveau européen devraient mettre en place. C'est lorsque on est sous garantie et qu'il y a un problème, privilégie la réparation plutôt que le remplacement. Donc on voit bien que c'est des logiques issues de la société de croissance, d'hyperconsommation, et les normes ne font que traduire finalement cette société qui doivent. C'est la culture doit changer et les normes aussi vont s'ajuster. Il y a une dialectique. Est-ce qu'il faut d'abord changer culturellement avant de changer les normes? Est-ce qu'il faut d'abord changer les normes pour changer culturellement? Je pense qu'il faut faire des deux, mais en tout cas, il faut y aller. Et à mon avis, il faut y aller un peu plus rapidement et un peu plus fortement que ce qui est fait actuellement avec la politique gouvernementale. On est sur de l'homéopathique quand ça va dans le bon sens. Et justement, ça me permet d'évoquer un autre projet, une idée qui est pas mal débattue dans les pays anglo-saxons sur plutôt que de taxer le travail. On en revient à l'aspect que tu évoquais tout à l'heure de redesigner un petit peu tout ce système fiscal. Plutôt que de taxer le travail, cette idée en fait suggère de taxer plus l'utilisation des ressources, c'est-à-dire que plus on va utiliser des matières vierges, plus on sera pénalisé, et donc dans le même temps
on ne taxerait plus le travail. Au contraire, ça forcerait à travailler les matières existantes et donc ça privilégierait la réparation, etc. Est-ce que c'est un projet que tu as entendu parler ou est-ce que c'est même quelque chose que tu défends dans tes différentes prises de position? Alors, pour être tout à fait franc, j'en ai entendu parler, mais je me suis pas vraiment penché sur la question. Mais l'idée me paraît en tout cas logique et séduisante. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'on change complètement notre rapport à la fois aux ressources et donc à notre manière de fiscaliser nos comportements. Alors, c'est pas simple. Je pense que moi j'avais appris ça au master de fiscalité des entreprises. Le problème de la fiscalité, c'est que on croit changer quelque chose en ayant une idée géniale, et puis en fait derrière, on se rend compte que c'est tout c'est d'une complexité sans nom. Mais enfin, l'urgence nous impose de nous attaquer à cette complexité et de repenser la notion de richesse, déjà, de création de richesse, qui doit intégrer tout ce qu'on appelle les externalités négatives, c'est-à-dire les problèmes que cette création de richesse fait subir et aux hommes et à la planète. Il faut redonner le vrai prix des choses, et donc derrière taxer le vrai prix des choses, parce qu'aujourd'hui on n'a pas le vrai prix des choses. Lorsqu'on achète un bien, en réalité on ne paye pas tout ce que ça a fait de mal aux écosystèmes naturels, même aux travailleurs dans certains pays, etc., etc. Voilà, c'est des notions que je maîtrise pas forcément très bien, mais ce qui est certain, c'est que c'est dans ce sens-là qu'il va falloir qu'on aille. Et t'accompagnes souvent, tu le disais, des entreprises naissantes. Justement, ceux qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer, est-ce que tu aurais 3 conseils à leur donner sur cet aspect, alors peut-être légal, mais qui peut être aussi source d'innovation? Est-ce que tu as 3 conseils qui te viendraient à l'esprit à leur donner? Alors, 3, je sais pas, j'en ai quelques, oui, il y en a qui me viennent là. Déjà, je vais pas faire un coach en développement personnel, mais quand même. Je t'invite à t'exprimer sur ton sujet. Je pense qu'il faut déjà aller à la rencontre des gens. Il y a beaucoup trop d'entrepreneurs, et là vraiment j'en ai quand même côtoyé pas mal, qui pensent un modèle dans leur bureau, derrière leur ordinateur, qui font des très bonnes recherches internet, qui vont faire des enquêtes en ligne, mais à un moment c'est vraiment aller rencontrer les acteurs. J'ai connu des gens qui ont monté des startups dans l'économie circulaire, la réparation, qui ne sont jamais allés parler à des gens comme Envie, par exemple, pour mieux comprendre comment fonctionne un gisement, ce qui est réparable, pas réparable, etc. Donc la première des choses lorsqu'on veut monter un projet, que ce soit d'entreprise ou coopératif dans l'ESS, c'est aller à la rencontre des gens. Non, pas seulement les experts, mais aussi les utilisateurs. Les utilisateurs, les experts, vos concurrents, vos possibles fournisseurs, etc. Il faut vraiment d'abord faire ce travail humain de bon sens, en fait. Et là, j'en arrive à mon deuxième conseil, c'est souvent l'économie circulaire et la réduction de nos impacts, c'est avant tout du bon sens. Il n'y a pas besoin d'être un grand ingénieur polytechnicien pour arriver à créer des modèles qui génèrent à la fois de l'impact positif et à la fois de la richesse. On a la chance d'être donc à l'aube de ce monde nouveau. On quitte un ancien modèle, donc tout est à construire. Et pour ça, il suffit de se regarder autour de soi, sur tous les secteurs d'activité, sur beaucoup d'appareils, etc. Il y a des nouveaux modèles, des nouveaux arbitrages à mettre en place, et qui sont souvent en fait un retour au bon sens. Ouais, tout à fait. Et donc voilà, garder ce côté un peu de terrain, de bon sens. Et puis après, ensuite, quand il y a des développements techniques à faire, il y a des gens pour les faire. Bien sûr. Il y a des gens très compétents en France. On a vraiment une chance formidable. Mais déjà, ouais, voilà, repartir de l'échange humain, du bon sens et de
Après, moi, là aussi, je suis un peu militant. Je pense aussi qu'il faut arrêter de rêver à lever des centaines de millions d'euros, quoi. Je veux dire, à un moment, quel est le monde dans lequel on veut vivre ? Moi, je suis désolé de gagner correctement sa vie. Si quelque part on apporte du bien-être à la planète, aux gens à qui on a rendu service par notre solution, etc. Enfin, c'est suffisant. Contentons-nous de ça. Gardons le temps disponible pour faire tout ce que la vie peut nous offrir de sympa, de culturel, d'échange, etc. Et arrêtons de penser en mode il faut lever des fonds, il faut se développer, il faut être le meilleur, etc. Ça, c'est aussi un autre changement culturel à effectuer dans les milieux de start-up. Alors après, je comprends aussi que c'est difficile parce que si on reste petit, évidemment, la concurrence étant ce qu'elle est. S'il y a du bon sens comme tu le prévaux. Et je pense qu'on peut arriver à rester correct. Faut trouver son équilibre économique et sa taille critique. Mais en fait, il faut pas oublier que les clients aussi sont attachés de plus en plus à des valeurs. Et une petite entreprise qui se fout pas de la gueule de ses clients, elle arrivera toujours à vivre, à payer ses salariés et à innover. Si elle partage des valeurs auxquelles elle croit, c'est quand même la meilleure façon dans un pays comme le nôtre où justement les consommateurs sont maintenant à la recherche de sens avant de vouloir s'équiper à tout prix. Enfin, commence en tout cas. Je pense qu'il faut avoir aussi confiance aux valeurs que l'entreprise véhicule et dès lors on peut se permettre de tenir tête à des grosses boîtes américaines ou autres parce qu'on a notre clientèle qui est vraiment fidélisée autour de ces valeurs. Je crois que ça c'est quelque chose qui existe et qu'il faut développer en particulier en France et en Europe où finalement le marché et les consommateurs sont à un niveau de maturité maintenant sur ces questions-là qui n'était pas le cas il y a quelques années, qui sont pas encore le cas malheureusement suffisamment dans d'autres pays émergents. Oui, tout à fait. Et est-ce que tu veux évoquer avec nous ton engagement du moment sur la campagne municipale à Paris ? Alors oui, j'ai décidé, je pense que mon passage à l'Assemblée nationale aux côtés des élus et puis ma passion pour les politiques publiques m'ont décidé de me lancer moi aussi en politique. Alors dans le 18e arrondissement, vraiment mon arrondissement de cœur, où il y a tout Paris est représenté de la butte aux portes. Et il y a une richesse formidable. Et oui, je me présente donc comme deuxième de liste avec Anne-Claire Boux, qui sera tête de liste sur la liste des écologistes Europe Écologie Les Verts, parce que j'ai vraiment envie de mettre en place comme élu justement tout ce qu'on vient d'évoquer, le développement de tiers-lieux de la réparation, repenser la réduction de nos déchets à la source, que ce soit en repensant les schémas des déchets, mais aussi en privilégiant des magasins de vrac, etc. Sur les questions de mobilité, c'était pas le sujet du podcast où je travaille beaucoup également. Je pense que tout est à faire pour optimiser nos trajets, voire en réduire certains, ceux qui sont inutiles, etc. Bref, et ça on peut le faire qu'au niveau des politiques publiques, d'où le sens de mon engagement. Je rebondis parce que je pense, ça aussi ça fait partie un peu de ma vision politique. Je pense que un écologiste doit avant tout privilégier la réduction de l'impact, une forme de sobriété. On a été hypertrophié dans notre manière de produire et de consommer. Il faut revenir au bon sens et au raisonnable. Toute politique doit tendre vers ce but. Mais je ne veux pas aussi qu'on néglige l'innovation. L'innovation, les entrepreneurs, que ce soit dans l'ESS ou dans des sociétés classiques, apportent des solutions. Et une forme de croissance des solutions positives est souhaitable. Et une belle politique écologique, à mon sens, c'est de reposer sur ces deux jambes. Un volet sobriété de nos usages, repenser nos modes de vie, accepter même certains sacrifices. Je pense qu'il va falloir aussi l'assumer. Mais en même temps,
favoriser la recherche et le développement, l'entrepreneuriat, dans tout ce qui peut avoir de positif, et que le cerveau humain, l'activité, son génie peut permettre d'apporter comme solution. Je sais pas moi, quand je vois que peut-être les algues, on va pouvoir arriver à en faire des nutriments ou des carburants, et qu'on sait qu'on est envahi par certaines algues. Alors, ça ne... C'est pas les mêmes qui se mangent. C'est pas les mêmes qui se mangent. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, il faut réduire à la source cette production d'algues qui est liée au réchauffement climatique, qui est néfaste. Oui, des mauvaises pratiques agricoles, etc. Et des mauvaises pratiques agricoles. Donc il faut changer ça à la source et c'est la priorité. Mais maintenant que ces algues existent, il faut aussi développer les innovations qui permettent de résoudre le problème et d'en tirer des bénéfices. Et tout l'équilibre ensuite à mettre en place, c'est faire en sorte qu'une fois qu'on a trouvé ces solutions, il faut pas qu'on en soit dépendant. Au style, maintenant qu'on a trouvé la solution pour régler le problème, continuons à créer le problème. Donc voilà, c'est pas simple, mais j'ajouterais c'est intéressant. Un aspect, parce que même si je fais pas de politique, les sujets dont tu parles évidemment me parlent beaucoup. J'ajouterais aussi tendre vers la croissance, la régénération de la vie aussi, parce que la sobriété oui, mais je pense que on n'a jamais réussi à mobiliser des gens à faire moins. Mais par contre, faire plus dans le bon sens, justement, faire en sorte que les écosystèmes se régénèrent, je pense que ça, c'est aussi un vrai projet de société qui peut être mobilisateur. Oui, en fait, après, il y a aussi en termes de communication, de dire moins, c'est pas, ça agrège pas les foules, j'en ai conscience. Bon, déjà, c'est pas tout à fait vrai, parce que, par exemple, on le voit émerger dans les tendances minimalistes. En fait, finalement, on peut trouver une forme de bonheur à moins posséder, etc. Mais je conçois que ce soit pas forcément le slogan le plus vendeur de la Terre. Il y a un changement culturel. Mais on peut aussi, moins de voitures, on peut aussi dire plus de vélos et plus de pistes cyclables. Oui, tout à fait. Voilà. Moins de déchets, on peut aussi dire, plus de magasins en vrac, où il n'y a pas de déchets. De meilleure qualité de produits. Voilà, exactement. Donc après, il y a aussi un travail de communication. Moi, je pense que c'est important de démontrer que lorsqu'on s'engage dans de l'écologie, c'est du plus. Et donc là, c'est vraiment un travail, voilà, de comment est-ce qu'on présente les mesures, comment est-ce que quand il y a des impacts négatifs, et parfois il y en a dans toute mesure de politique publique, comment aussi faire en sorte qu'elles soient pas trop impactantes pour ce qu'on disait tout à l'heure, les personnes qui ont le moins de moyens. Oui. Et là, il faut faire absolument le lien, et c'est l'enjeu aussi de cette décennie, entre le social et l'environnemental. Toute politique de transition doit être aussi redistributive pour éviter que les personnes les plus modestes soient trop impactées. Sinon, on va pas pouvoir de toute façon faire passer les mesures. Donc il faut les construire aussi avec les gens, et on arrive avec le troisième volet d'une belle politique écologique, c'est à la fois du social, de l'environnemental, mais aussi de la démocratie. Il faut remettre de la démocratie participative, il faut que les gens puissent prendre part d'une manière ou d'une autre, que ce soit locale ou nationale, à la prise de décision, puisque lorsque une personne a travaillé la décision, a compris ses tenants, ses aboutissants, les contraintes, etc., elle sera plus à même de l'accepter. Et souvent, la décision s'améliore, puisqu'elle aura reflété aussi tous les cas particuliers qui ont pu remonter par les citoyens. Ok, est-ce que tu as quelque chose à ajouter Non. Tout ça Merci de m'avoir permis de m'exprimer, de structurer un peu ma pensée autour de ces sujets qui me passionnent. Écoute, c'était un plaisir. J'espère que ceux qui nous écoutent ont pris aussi pas mal de plaisir à écouter cet entretien. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui nous écoutent, parce qu'effectivement on a passé récemment les 20 000 écoutes. Donc continuez à partager le podcast et à mettre 5 étoiles sur iTunes, ça nous aide beaucoup, et puis ça nous encourage aussi à continuer ce podcast qui est un vrai plaisir à chaque fois. Encore merci Émile, et je te dis bon courage, bonne chance pour la campagne, et puis bonne chance pour la suite également. Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin. Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur iTunes pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou nos services, contactez-nous par mail à hello@circulab.com. C'était Justine Laurent et Brieux Safré pour le podcast Activer l'économie circulaire. À bientôt pour un prochain épisode.